Donc, Nazia Birouk m'a demandé il y a maintenant fort longtemps, je pense qu'il y a plus de 3 ans, de faire cet atelier concernant les techniques plus, mais faisables. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par les techniques plus, mais faisables? Eh bien, on peut peut-être mieux le comprendre en définissant l'objectif pédagogique de cet atelier. C'est de connaître les nouvelles techniques que sont l'IMAX, le MUNIX et certaines techniques de collision pour les ramener chez soi et pour parfaire ses connaissances en électrophysiologie. Donc, je vous propose donc un exposé en 3 parties. D'abord, donner quelques exemples de collision, ensuite aborder brièvement les techniques de comptage d'unités motrices et en particulier essayer de décrire et de démontrer la technique MUNIX. Et ensuite, donc, aborder des nouvelles techniques qu'on essaye de mettre sur pied pour étudier l'excitabilité des axones moteurs périphériques sans avoir recours à des appareillages extrêmement sophistiqués en utilisant des outils que nous utilisons donc dans notre routine électrophysiologique. Le premier chapitre concerne donc les collisions. Et en fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous faites quotidiennement, quand vous enregistrez des réponses H, des collisions. En effet, vous savez que quand on stimule un nerf de façon supramaximale, eh bien, on enregistre une réponse M qui est, elle, également supramaximale, mais on n'enregistre pas de réponse tardive H. Et cela s'explique par un phénomène de collision entre les influx afférents, d'une part à partir des fibres proprioceptives AA, et d'autre part à partir des axones moteurs alpha qui sont excités de façon antidromique par la stimulation dans le creux poplité, si on parle bien entendu du réflexe HS1. Alors ici, vous avez un enregistrement un peu particulier qui concerne l'enregistrement d'un réflexe H unitaire, c'est-à-dire généré par une unité motrice isolée. Et vous pouvez avoir la certitude qu'il s'agit d'une unité motrice isolée quand vous constatez que la morphologie des réponses tardives est strictement identique et que cette morphologie est également identique à la réponse motrice directe. Alors, bien entendu, dans l'exemple A ici, vous enregistrez des réponses tardives selon un mode tout ou rien, mais vous n'avez jamais une réponse motrice directe qui la précède. Dans l'exemple B, on a légèrement augmenté l'intensité de stimulation. De temps en temps, il y a une réponse motrice directe qui apparaît. Et quand la réponse motrice directe apparaît, eh bien, il n'y a pas de réponse tardive. C'est donc bien qu'il y a collision à un niveau du système nerveux périphérique. Par contre, quand on enregistre une réponse F unitaire, et ici aussi, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une réponse F unitaire parce que la morphologie de la réponse directe est strictement identique à chaque stimulation et que la réponse tardive a une morphologie identique à la réponse directe. Dans ce cas-là, on observe la réponse tardive que lorsque on a une réponse motrice directe. Quand on n'a pas de réponse motrice directe, on n'a pas de réponse tardive. Donc, c'est exactement l'inverse par rapport au réflexe H unitaire. Une autre circonstance où on peut démasquer l'existence d'une collision, c'est lorsqu'il y a des axones, des réflexes d'axones moteurs. Vous savez peut-être que dans les axonopathies chroniques, on peut avoir des phénomènes, bien entendu, de réinnervation terminale avec la création parfois de bifurcations axonales anormales. Et ce sont ces bifurcations axonales anormales qui seront in fine responsables du réflexe d'axone moteur. Qu'est-ce qui se passe quand on stimule une seule branche du RAM? Eh bien, vous voyez que la stimulation de cette branche va bien sûr entraîner des influx orthodromiques et des influx antidromiques, puisqu'il n'y a pas de sens préférentiel de propagation des influx nerveux lorsqu'on réalise une stimulation nerveuse percutanée, et que les influx antidromiques vont emprunter la bifurcation et donc vont générer une réponse que l'on pourra capter par notre système de détection sous la forme
d'un réflexe axonomoteur. Par contre, lorsque l'on va stimuler plus fort, avec une intensité plus importante, on va stimuler les deux branches du rame et on va observer le phénomène de collision. Donc ici, les influx antidromiques vont aller à la rencontre des influx antidromiques au niveau de la première branche et il va y avoir un phénomène de collision. Et donc, au niveau de l'enregistrement périphérique, on va voir le rame qui va disparaître. Donc voici un exemple que l'on doit à Pierre Soichaux, un enregistrement par électrode aiguille. Donc vous voyez ici une réponse tardive qui correspond bien à un réflexe taxonomoteur. Une façon de le prouver, c'est déjà de réaliser des doubles chocs serrés avec un intervalle entre les deux stimuli d'une dizaine de millisecondes. Et vous voyez que le rame résiste à la double stimulation. Ici, on se retrouve dans une stimulation unique, avec la même réponse que sur la première trace. Et vous voyez que quand on augmente l'intensité de stimulation, le réflexe axonomoteur disparaît, en raison donc de ce phénomène de collision. Donc, il faut retenir que le rame résiste à la double stimulation et disparaît aux stimulations intenses. Une autre circonstance où l'on peut enregistrer ou deviner l'existence de phénomènes de collision, c'est lorsque l'on enregistre des réponses F consécutivement à des doubles chocs serrés avec un intervalle interstimulus d'une dizaine de millisecondes. Alors, vous pourriez me dire, oui, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on fait des doubles chocs pour enregistrer des réponses F? Eh bien, il faut savoir que de temps en temps, dans certaines circonstances pathologiques, on enregistre des réponses tardives et on n'est pas très sûr qu'il s'agisse de réponse F, et peut-être s'agisse-t-il notamment de réflexes taxonomoteurs ou de décharge double indirecte. Et il est bon d'avoir une technique qui permette de s'assurer qu'il s'agit bien d'une réponse F. Dans cet exemple, donc, vous voyez qu'on fait une simulation unique, mais qu'on enregistre de façon tout à fait normale des réponses F, tout à fait habituelles, traditionnelles, et que lorsque l'on réalise une double stimulation, ces réponses ont tendance à disparaître, et par contre, on a un deuxième groupe de réponses F que l'on va baptiser F2, et qui correspondent à, bien sûr, la deuxième stimulation. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi le premier groupe de réponse F disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une stimulation. On a donc, bien sûr, toujours ces influx orthodromiques qui vont donner la réponse directe et des influx antidromiques qui remontent vers le motoneurone. On réalise une nouvelle stimulation. Et donc ici, les réponses F qui sont générées au niveau de ce motoneurone vont rentrer en collision avec les influx antidromiques qui remontent suite à la deuxième stimulation. On peut peut-être faire l'animation. Donc, je stimule une fois, je stimule une deuxième fois, phénomène de collision, et donc disparition du groupe de réponse F, F1. Alors, pourquoi me direz-vous, observe-t-on malgré tout des réponses F, F2? Bien, il faut se dire que lors de la première stimulation, il y a des axones moteurs qui n'ont pas généré de réponse F. Et au niveau des axones moteurs qui n'ont pas généré de réponse F, il y a une possibilité de générer une réponse F2 suite à la deuxième stimulation. Donc, je vous montre un peu ici l'animation. Donc, je stimule une fois. C'est comme dans le premier cas. Si ce n'est que cet axone ne va pas générer de réponse F, donc il n'y aura pas de phénomène de collision lors de la deuxième stimulation. Donc, lors de la deuxième stimulation, on va avoir une F normale, pas de collision, et le retour ici sous forme de réponse F, F2. Donc, cette illustration, et je vais reprendre ici la phrase de Pierre Soichaux, revient donc à se dire que lorsque deux trains
se suivent sur une voie unique, le premier ne peut pas faire demi-tour sans entrer en collision avec le second. Et donc, il faut retenir que si on pratique des doubles stimulations, tout à l'heure, on a vu que la double stimulation n'entraînait pas de disparition, au contraire, du réflexe d'axone moteur, puisqu'il survient 2 fois. Par contre, lorsque l'on fait une double stimulation en cas d'une onde F, on a une disparition de l'onde F. Encore un autre exemple de collision que l'on peut pratiquer, et c'est un exemple que je reprends volontiers, puisqu'il est, je pense, relativement cher à Emmanuel Fournier. Vous savez peut-être que Emmanuel Fournier aimait particulièrement qu'on réalise les réponses F avec une simulation proximale, c'est-à-dire au coude pour le membre supérieur et au genou pour le membre inférieur. La difficulté, c'est quand vous réalisez une réponse F avec une simulation relativement proximale, le risque, c'est que la réponse tardive F vienne se confondre avec la fin de la réponse M. Et pour éviter ce phénomène, vous pouvez réaliser une double stimulation à la fois au niveau du poignet, par exemple, et au niveau du coude. On va un petit peu montrer, en effet, comme ça, ce qu'il se passe. Dans le premier exemple, c'est en fait l'enregistrement d'une réponse F tout à fait traditionnelle, avec une réponse motrice distale et des réponses F parfaitement identifiables. Voilà, c'est la réponse F classique. Montrons maintenant ce qui se passe lorsque l'on réalise une réponse F avec une simulation proximale. C'est la même chose, sauf que, évidemment, la stimulation de départ, elle est proximale, et que le risque, c'est que les réponses F ici viennent se confondre avec la fin de la réponse M. Et pour éviter ce phénomène-là, on est dans la situation numéro 3, et vous voyez que ça marche. On réalise une double stimulation à la fois au niveau du poignet et au niveau du coude. Vous voyez qu'on fait disparaître la réponse qui est générée par la stimulation au coude, la réponse directe qui est générée par la stimulation au coude. On ne garde plus que la réponse directe liée à la stimulation au poignet et on distingue parfaitement les réponses F. Donc voilà ce qui se passe. On stimule à la fois au niveau du coude et au niveau du poignet. Ici, on a une collision entre les influx qui descendent du coude et les influx qui remontent du poignet. Donc, on n'enregistre plus la réponse ici M liée à la stimulation au niveau du coude. Par contre, on enregistre la réponse M issue de la stimulation au niveau du poignet. Et ces influx qui vont remonter à partir de la stimulation du coude vont générer des réponses F que l'on va enregistrer ici. Et on n'est plus embêté par la réponse motrice directe liée à la stimulation au coude. Une autre situation où il peut s'avérer intéressant de recourir à la collision, c'est lorsque l'on veut démontrer l'existence d'un bloc de conduction sur le nerf médian dans sa partie proximale. En effet, quand vous voulez démontrer un bloc de conduction au niveau du nerf ulnaire, en général, ça ne pose aucun problème parce que les muscles hypoténariens sont relativement bien isolés des réponses qui pourraient être évoquées au niveau des muscles dépendants du nerf médian. Et donc, il est relativement facile de réaliser une simulation étagée en stimulant au niveau du poignet, en dessous du coude, au-dessus du coude, au niveau du bras et au point d'herbe. Par contre, dans un enregistrement au niveau de l'éminence ténare, quand vous allez stimuler au niveau du point d'herbe, vous allez co-stimuler le nerf médian et le nerf ulnaire. Et dans la région des muscles ténariens dépendants du nerf médian, on a également des muscles ténariens dépendants du nerf ulnaire. Et donc, on va capter le résultat de la coactivation du nerf médian et du nerf ulnaire. On peut le voir très bien ici dans cet exemple. Quand on stimule le nerf médian au niveau du poignet, on a cette réponse qui fait 10,6 millivolts. Et par contre, quand on stimule au point d'herbe avec un enregistrement donc, de la musculature ténarienne, on enregistre une réponse de plus grande amplitude de 13 millivolts. Et c'est bien sûr donc un obstacle
pour mettre en évidence un bloc de conduction proximale sur les fibres du nerf médian. Et donc, pour éviter cela et pour se débarrasser finalement de l'influence du nerf ulnaire lors de la stimulation au point d'herbe, on peut réaliser une double stimulation, à la fois au point d'herbe et une stimulation du nerf ulnaire au niveau du poignet. Et donc là, on va entraîner une collision au niveau des fibres motrices ulnaires entre ce qui descend du point d'herbe et ce qui monte du poignet. On se débarrasse donc complètement des réponses du nerf ulnaire pour n'enregistrer que la réponse du nerf médian. Et là, vous voyez effectivement une réponse qui est fort proche de celle de la stimulation du nerf médian au niveau du poignet, puisqu'elle a une amplitude de 10,2 millivolts. Alors, rapidement, un dernier exemple où des collisions rentrent en jeu, c'est la triple stimulation que je vais me contenter d'illustrer parce que ça dépasse un peu l'objectif de cet atelier, mais c'est juste pour montrer où ont lieu ces fameuses collisions. Donc la TST, c'est une technique qui est dédiée à la mise en évidence d'une perte axonale motrice ou un bloc de conduction moteur central. C'est une technique qui requiert un matériel beaucoup plus sophistiqué puisqu'on a besoin à la fois d'un stimulateur magnétique, deux stimulateurs électriques et un programme dédié à cette technique particulière. Donc, je vais d'abord illustrer la TST chez un sujet normal, sans perte axonale, et ensuite, on illustrera la technique par un exemple chez un patient qui aurait perdu 30% de ses axones moteurs centraux. Donc, la première stimulation de la TST, c'est une stimulation magnétique corticale, donc qui va bien entendu activer les motoneurones corticaux et leurs axones. Et la caractéristique de l'efférence motrice centrale est d'être très désynchronisée dans le temps. Et finalement, c'est le but de la TST, c'est de resynchroniser cette efférence motrice centrale désynchronisée. La deuxième stimulation a lieu au niveau du poignet et comme c'est chaque fois le cas, stimulation au poignet va entraîner une dépolarisation orthodromique qui va nous donner donc la réponse motrice directe de courte latence et des influx antidromiques qui vont aller à la collision de ce qui descend à partir de la stimulation magnétique corticale. Ensuite, on réalise une troisième stimulation au point d'herbe. Et donc là, on va avoir trois influx moteurs qui vont descendre et qui vont donner donc la seconde réponse motrice, dont la latence est bien entendu plus longue que la première, puisque la distance à parcourir à partir du poignet est plus longue qu'à partir du poignet. Alors, il faut préciser que ces trois stimulations, donc la stimulation magnétique et les deux stimulations électriques, sont synchronisées avec des délais qui sont déterminés de telle façon à ce que la collision survienne là où on veut qu'elle survienne. Chez un sujet, chez un patient qui aurait perdu 30% de ses axones moteurs centraux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on stimule bien sûr toujours en priorité et en premier lieu surtout le cortex par une stimulation magnétique. Ici, on a deux motoneurones sur trois qui donnent une réponse avec les influx ici orthodromiques axonaux qui sont toujours désynchronisés. Ensuite, on stimule le poignet avec de nouveau donc, les influx orthodromiques qui donnent la réponse directe, les influx antidromiques qui viennent en collision, mais ici au niveau de deux axones sur trois, puisqu'il n'y a rien qui est descendu à partir de la stimulation magnétique. Ensuite, on réalise la stimulation au point d'herbe, et là, on a une seconde collision qui survient. Là où il n'y a pas eu la première collision, la stimulation au point d'herbe réalise la collision avec ce qui remonte du poignet, et finalement, on enregistre une réponse liée à la stimulation au point d'herbe qui est d'amplitude réduite et qui va traduire donc l'importance de la perte axonale motrice centrale ou du bloc de conduction moteur central. Nous rentrons maintenant dans le second chapitre de cet atelier qui est consacré donc aux techniques d'estimation du nombre d'unités motrices en insistant un tout petit peu plus sur la technique Munix.
Donc, qu'est-ce qu'on entend exactement par unité motrice? Eh bien, c'est bien entendu un ensemble constitué par le motoneurone au niveau de la colonne antérieure de la moelle, son axone, ses ramifications axonales, et chaque ramification qui va innerver une fibre musculaire à travers une synapse. Et donc, ces techniques d'estimation du nombre d'unités motrices, ou Mune en anglais, sont destinées à compter justement ces unités motrices. Et donc, de façon historique, à peu près toutes les techniques d'estimation du nombre d'unités motrices étaient basées sur un principe en deux étapes. Il s'agissait dans une première étape d'estimer la taille moyenne des unités motrices à partir d'un échantillon de 10 à 20 unités motrices, soit qu'on étudiait le paramètre mécanique, le twitch, soit le paramètre électrique, le potentiel d'unité motrice. Et donc, à partir de cet échantillon, on pouvait établir la taille moyenne des unités motrices. Et dans une deuxième étape, il suffisait d'enregistrer la réponse M supramaximale ou le twitch supramaximal et de diviser la surface de cette réponse par la surface moyenne des unités motrices pour obtenir un nombre d'unités motrices. Et je passe directement au Munix, qui est finalement une technique basée sur un tout autre principe, plutôt un principe ici mathématique, et qui consiste à tirer profit des paramètres que l'on peut dériver de la réponse motrice supramaximale lors de la simulation d'un nerf en périphérie. Donc, c'est bien sûr le PAGM classique, le potentiel d'action globale musculaire que l'on utilise tout le temps. Et par ailleurs, les paramètres que l'on peut dériver à partir d'un enregistrement électromyographique de surface. Donc, vous savez que quand on fait une réponse motrice supramaximale, en fait, on additionne de façon relativement arithmétique l'ensemble des potentiels d'unité motrice pour arriver donc à cette réponse motrice supramaximale, tandis que dans un enregistrement de surface électromyographique, on enregistre plutôt les potentiels d'unité motrice séquentiellement de cette façon-ci. Donc, quels sont les paramètres que l'on va utiliser dans la méthode Munix? C'est bien entendu le nombre de potentiels d'unités motrices, parce que ça, c'est le but en soi, c'est obtenir un nombre d'unités motrices. L'amplitude du potentiel d'unité motrice, donc A-pum, exprimé en millivolts, la surface du potentiel d'unité motrice, donc S-pum, exprimé dans une unité de surface, c'est-à-dire une durée multipliée par une amplitude, et la puissance du pum, P-pum, qui correspond donc à la durée multipliée par l'amplitude au carré. On en arrive donc à déduire que dans la réponse motrice supramaximale, le PAGM maximal, l'amplitude du PAGM, c'est le nombre d'unités motrices multipliées par l'amplitude de chaque potentiel d'unité motrice, que la surface du PAGM, c'est le nombre multiplié par la surface du potentiel d'unité motrice, que la puissance du PAGM, c'est la puissance du pum multiplié par le nombre de pum au carré. Par contre, dans l'enregistrement de surface, dans l'enregistrement à l'occasion d'un effort musculaire volontaire, donc un enregistrement plutôt électromyographique de surface, on va devoir tenir compte de la fréquence de recrutement, F, et pour le reste, donc l'amplitude du CIP, c'est l'amplitude d'un pum. La surface du CIP, c'est la surface du pum multipliée par le nombre de pum multiplié par la fréquence de recrutement. Et la puissance du CIP, c'est la puissance du pum multipliée par le nombre de pum multiplié par la fréquence de recrutement. Et quand on met tous ces éléments dans une même équation, qui est représentée ici, donc la puissance du PAGM multipliée par la surface du tracé de surface divisée par la surface du PAGM multipliée par la puissance de l'enregistrement de surface, par un phénomène de simplification arithmétique, on en arrive à obtenir le nombre d'unités motrices
qu'on va appeler l'ICMUC, c'est-à-dire le nombre idéal d'unités motrices calculées. Alors pourquoi nombre idéal d'unités motrices calculées? Parce que on ne peut obtenir ce n qu'à partir de deux hypothèses, à savoir que tous les pumes ont la même taille, et on sait bien que ce n'est pas vrai, tous les pumes n'ont pas la même taille, en particulier dans certaines conditions pathologiques ou une perte axonale motrice, on a des phénomènes de réinnervation collatérale terminale qui font que les pumes n'ont pas la même taille. Et une deuxième hypothèse, qu'il n'y a pas de chevauchement des pumes dans un enregistrement électromyographique de surface. Et là aussi, on sait bien sûr que ce n'est pas vrai, que les potentiels d'unité motrice se chevauchent l'un à l'autre pour établir des tracés plus ou moins complexes en fonction de la force développée. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, en réalité, il y a plus de potentiel d'unité motrice de petite taille que de potentiel d'unité motrice de grande taille. La distribution est d'ailleurs exponentielle. Et puis, les potentiels d'unité motrice dans un tracé électromyographique de surface se chevauchent, et ce, d'autant plus que l'effort de contraction est élevé. Alors, pour cette raison, l'ICMUC va être calculé à différents niveaux de force et être mis en corrélation avec un paramètre qui est proportionnel à la force de contraction, à savoir la surface de l'enregistrement électromyographique de surface. Et on va décider de façon arbitraire, c'est pour ça que c'est plutôt un index que véritablement une véritable estimation d'unité motrice, que le MUNIX correspond à l'ICMUC quand la surface du tracé électromyographique de surface est égale à la surface du PAGM maximal, à savoir 20 millisecondes fois des millivolts. Donc, je vais vous montrer maintenant un exemple pratique de comment on procède une étude MUNIX. Donc, on va prendre un exemple ici, je pense, au niveau du muscle, oui, fibulaire, chez un patient qui, à mon avis, a une sclérose latérale amyotrophique. Donc, la première étape consiste à enregistrer le potentiel d'action globale musculaire au niveau du muscle tibial antérieur. Et la première étape est très importante parce qu'il s'agit d'optimiser au maximum la taille de cette réponse motrice supramaximale, c'est-à-dire qu'ici, on obtient par exemple 3,739 millivolts, mais on va essayer une autre position d'électrode. Donc, habituellement, les électrodes, on place la référence au-dessus de la malléole interne et l'électrode active au tiers de la distance entre la tubérosité tibiale antérieure et la malléole interne, avec le bord de l'électrode qui touche la crête tibiale. Donc ici, on a obtenu finalement une réponse supramaximale de 3,849 millivolts, et c'est la plus grande réponse qu'on a pu obtenir. Et puis, on va passer à l'enregistrement des tracés électromyographiques de surface avec des consignes précises, c'est-à-dire de réaliser 5 niveaux de contraction différents. Au maximum, ça va? D'abord léger, plus fort, plus fort, plus fort. Ok, on se repose un peu. Là, je définis une fenêtre d'analyse qui doit correspondre à 300 millisecondes. Puis le maximum, allez-y. Ok, on recommence. Léger. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ok, on se repose un peu. Le maximum, allez-y. Ok, c'est bien. Donc là, une fois que j'ai obtenu mes 10 enregistrements, donc 2 séries d'efforts croissants, je prends l'ensemble de mes paramètres que je vais placer dans une feuille Excel qui est prédéfinie, autrement ce serait extrêmement laborieux.
Donc ici, ce qui est un petit peu laborieux, c'est de retrouver le premier examen réalisé chez ce patient. Donc, je recherche le premier examen. Je pourrais utiliser l'outil recherche, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, voilà l'examen que j'avais réalisé chez le même patient 4 mois au préalable. J'avais une valeur de Munich de 76. Et la nouvelle valeur que je vais obtenir en faisant le copier-coller à partir de mon examen réalisé sur mon key point m'indique que le patient a 4 mois plus tard 70 unités motrices, ce qui n'est pas un changement significatif. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré une réponse supramaximale, un PAGM supramaximal, dont on a déterminé la surface, la puissance, et puis on a réalisé 10 enregistrements électromyographiques de surface, dont on a également déterminé la surface, la puissance, ce qui a permis, à partir de l'équation que je vous ai montrée au départ, de calculer un ICMUC pour chacun de ces enregistrements. Ensuite, en mettant ces 10 ICMUC exprimés en fonction du tracé électromyographique de surface, on peut établir une courbe qui va nous permettre de déterminer la valeur de Munich, sachant que le Munich, c'est l'ICMUC quand la surface du tracé électromyographique de surface est égale à 20 millisecondes, point millivolt. Donc, on se situe probablement dans cette région-ci et on extrapole cette valeur pour connaître l'ICMUC final qui est ici estimé à 290. Donc, ici, le Munich serait de 290. Donc, à quoi ça sert le Munich? Ça sert bien entendu à confirmer une perte d'unité motrice. Donc, il y a une indication diagnostique et également un intérêt de suivi, donc pour suivre la perte d'unité motrice dans les pathologies motoneuronales. Un exemple pratique ici, donc, où on a fait chez le même patient un enregistrement d'une part sur le coabducteur du pouce droit et sur le tibial antérieur droit à 3 reprises, le 3 août 2021, le 1er décembre 2021, le 6 avril 2022. Vous voyez qu'au membre supérieur, il est parfaitement stable, 154, 154, 141. Par contre, au membre inférieur, on a une valeur de Munich de 108, de 75 et de 47. Donc, ça veut dire qu'il perd à peu près 30% d'unité motrice tous les 3 à 4 mois. Donc, ce résultat est probablement en faveur d'une dégénérescence motoneuronale de distribution plutôt pseudo-polynévritique. Ensuite, nous avons réalisé donc avec pas mal de collaborateurs, et notamment la très active équipe de Marseille, un travail pour essayer de déterminer à partir de quel pourcentage de modifications on pouvait estimer qu'un patient se détériorait significativement ou non. Et donc, voici simplement la conclusion. Donc, le 95e percentile du coefficient de variabilité du Munich, ou en tout cas d'une somme score de Munich, de 2, 3 ou 4 muscles, sont respectivement, si on prend 2 muscles, 22%, 3 muscles, 18% et 4 muscles, 15%. Donc, on peut estimer globalement que pour estimer qu'un patient perd significativement des unités motrices entre 2 examens successifs, il faut que la diminution du Munich soit d'au moins une vingtaine de pourcents. J'en arrive à la dernière et troisième partie de cet atelier consacré à la procédure IMAX. Donc, la procédure IMAX est une méthode qui est destinée à évaluer l'excitabilité nerveuse périphérique sur le versant moteur et de la façon la plus simple qui soit, puisqu'elle ne nécessite aucun logiciel, aucun appareil particulier. C'est une façon de passer d'une électrophysiologie en 2D à une électrophysiologie en 3D. Enfin, ça, c'est plutôt pour le clin d'œil. Mais il est vrai que depuis des dizaines d'années, on travaille en 2D. On mesure des amplitudes, on mesure des vitesses de conduction et on considère que si la vitesse de conduction est diminuée et que l'amplitude est normale, on a probablement affaire
à une pathologie démyélinisante, que si la vitesse de conduction est normale et l'amplitude est diminuée, on a peut-être plutôt affaire à une pathologie axonale. Et il faut bien avouer qu'on est toujours très embêté quand on est dans un cas un peu intermédiaire. Et donc, nous espérons qu'en introduisant une technique simple en routine électrophysiologique, ça va permettre d'avoir, de toute façon, ça va permettre d'avoir un angle de vision sur les neuropathies périphériques différents, enrichi, et peut-être un moyen plus facile de distinguer les pathologies axonales des pathologies à composantes démyélinisantes, voire des paranodopathies. Alors le principe, il est extrêmement simple puisque c'est une simplification des courbes stimulus-réponse. Qu'est-ce que c'est les courbes stimulus-réponse? C'est simplement le fait que quand on augmente l'intensité, l'amplitude ou la surface du PAGM augmente. Et on a décidé de s'intéresser particulièrement à 2 points de cette courbe stimulus-réponse, à savoir l'ISAN, c'est-à-dire l'intensité nécessaire pour obtenir une réponse motrice supramaximale, et la valeur seuil minimale, qui est l'intensité pour obtenir une réponse d'au moins 100 microvolts. Tout ça avec une durée de stimulation de 1 milliseconde. Et voilà à quoi pourrait correspondre un enregistrement avec la procédure IMAX. Donc d'abord, on détermine le seuil minimal en augmentant l'intensité jusqu'à obtenir une réponse reproductible de 100 microvolts au moins. Ici, la valeur est de 2,6 milliampères. Puis, on augmente par incrément d'1 milliampère jusqu'à obtenir une réponse supramaximale stable, et ici la valeur enregistrée de 6 milliampères, et puis par des ajustements plus fins de 0,1 milliampère, on essaie vraiment de déterminer la quantité minimale de courant permettant d'obtenir cette réponse supramaximale, et dans ce cas précis, c'est 5,8 milliampères. Alors, pour vous montrer à quel point c'est simple et rapide, et que ça nécessite aucun logiciel, voici un exemple dans une courte vidéo. Donc d'abord, le seuil minimal, on va augmenter l'intensité progressivement, 2,5 milliampères, pour obtenir une réponse de 100 microvolts au moins, et la valeur qui va être mesurée est de 2,2 milliampères dans cet exemple. Puis on va augmenter l'intensité de façon incrémentale par incrément de 1 milliampère, 3 milliampères 4,7, 4 milliampères 9, 5 milliampères 9,3, 6 milliampères 9,3, on va passer à 7,5, c'est toujours 9,3, donc l'IUP est de 5 milliampères, et puis par des ajustements de 0,1 milliampère, on va pouvoir dire que la réponse supramaximale de 9,3 millivolts requiert 4,9 milliampères, ce qui correspond à la valeur d'Imax. Donc, une technique très simple que l'on a testée de façon multicentrique, notamment avec les centres de Marseille et de Nice, où on a pu démontrer que les valeurs obtenues sont relativement similaires dans les différents centres. On a étudié 3 sites de stimulation, le nerf médian au niveau du poignet, le nerf ulnaire au niveau du coude et le nerf fibulaire au niveau du genou. On s'est bien entendu intéressé à des groupes pathologiques distincts, donc des neuropathies axonales, des PRNC, des syndromes de Guillain-Barré, des maladies de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Et on peut voir que la technique est suffisamment sensible pour mettre en évidence des différences significatives sur le plan statistique, notamment dans les groupes PRNC et CMT1A. Ici, c'est un exemple pris pour le nerf médian, le seuil minimal, l'IMAX. Intéressant également, c'est que quand on s'intéresse au pourcentage d'anomalies constatées chez nos patients, c'est-à-dire des 3 paramètres aux 3 sites de stimulation, donc ce qui fait potentiellement 9 paramètres anormal ou pas pour chaque patient, on s'aperçoit que dans le groupe CMT1A, on a 100% d'anomalies. Donc, on a des anomalies sur les 3 sites et pour les 3 paramètres testés de façon systématique, donc le seuil minimal, l'IUP et l'IMAX, tandis que ce n'est pas le cas pour les autres groupes pathologiques. Donc, la simple procédure IMAX pourrait permettre éventuellement de distinguer des neuropathies plutôt acquises dits immunitaires de neuropathies héréditaires aux anomalies plus diffuses.